Bonsoir chers téléspectateurs et très heureuse de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Burundi et la Banque mondiale ont signé ce lundi 4 accords de financement pour un montant de 480 millions de dollars et ce financement sera affecté dans différents secteurs à savoir la santé, la résilience au changement climatique et infrastructures, l'accès à l'électricité ainsi que l'éducation et cantine scolaire. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Les suffisances de salles, de classes et de matériel didactique, de même que le personnel enseignant, sont quelques défis soulevés par les natifs de la province Rumongue qui font que cette province reste en arrière dans les résultats des tests nationaux. Les natifs de cette province l'ont évoqué au cours d'une réunion tenue à leur intention ce dimanche dans la ville de Bujumbura. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a analysé la politique nationale de la population du Burundi pour faire face à la dynamique démographique et relever les défis du développement durable du Burundi qui en résultent. Après échange et débat, il a suggéré d'organiser d'abord un atelier national à l'intention de toutes les parties prenantes, enfin d'échanger sur l'état des lieux de la famille au Burundi et par la suite élaborer une politique de la population qui tient compte des avis des uns et des autres. Suivez les précisions du secrétaire général de l'État, Jérôme Nyonzima, dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. En 2022, la population burundaise était estimée à 12,828 millions d'habitants et pourrait atteindre facilement 14,9 millions d'habitants en 2030. Pour une population en majorité agricole, les conséquences de son évolution rapide sont nombreuses et variées, notamment sur les plans de la protection sociale, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'eau potable et de l'assainissement, de l'agriculture et de l'élevage et bien plus. Pour faire face à ces multiples défis, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre des outils de programmation dans plusieurs domaines. Ces outils ont chaque fois montré l'importance de l'élaboration d'une politique nationale de la population pour faire face à la dynamique démographique et relever les défis de développement durable du Burundi qui en résultent. C'est dans ce cadre que cette politique nationale de la population est proposée. Après échange et débat, le Conseil des ministres a suggéré d'utiliser l'approche participative en utilisant d'abord un atelier national qui réunirait toutes les parties prenantes afin d'échanger sur l'état des lieux de la famille au Burundi et pour la suite élaborer une politique de la population qui tient compte des avis des uns et des autres. Je vous le disais en titre, signature ce lundi de 4 accords de financement entre le Burundi et la Banque mondiale pour un montant de 493 millions de dollars. Ce financement sera affecté dans différents secteurs, à savoir la santé, la résilience au changement climatique et infrastructures, l'accès à l'électricité ainsi que l'éducation et cantine scolaire. Ce qui est très important, a laissé entendre Hawa Sissé Ouagé, représentante de la Banque mondiale au Burundi, c'est beaucoup plus la mise en œuvre de ces projets. Les détails avec Mireille Kanyang. 4 projets sont concernés par cet accord de financement de ce lundi et c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population, comme l'ont signalé les signataires. Le premier est relatif à la résilience au changement climatique et c'est pour un montant de 113 millions de dollars, précise Odas Nyonzima, ministre burundais des Finances. Et l'objectif du projet est de répondre à la situation d'urgence, d'accroître la résilience aux inondations et d'améliorer la gestion urbaine résiliente au changement climatique à Bujumbura et dans la zone de Gatumba. Les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet sont notamment
la protection et la réparation des infrastructures critiques, y compris le pavage des routes, la protection des rives du lac, la restauration des bassins versants et des canaux en amont pour atténuer les risques fluviaux, réduire l'érosion et l'envasement des installations de stockage, drainage dans les bassins versants de Nahangwa et Gasenyi, la restauration et la protection des rives du lac Tanganyika, et la restauration et la protection des berges, des solutions et des investissements basés sur la nature pour soutenir l'infiltration et gérer les risques d'inondation pluviale, la protection et la réhabilitation des infrastructures de services urbains à risque. Le second projet concerne l'accès à l'énergie propre et durable pour une enveloppe de 100 millions de dollars américains. Et le troisième projet, d'une valeur de 50 millions de dollars américains, est relatif à la préparation des réponses et de résilience aux urgences sanitaires. Le quatrième accord de financement parle de développement du capital humain au Burundi. C'est un projet qui renferme notamment les cantines scolaires et c'est pour un financement de 230 millions de dollars américains, a indiqué le ministre des Finances. L'objectif de ce projet est de développer les compétences des garçons et des filles grâce à un meilleur accès aux services de nutrition, de soins de santé et d'éducation de base de qualité au Burundi. Il sera mis en œuvre sur une période de 5 ans selon une modalité d'investissement avec une option de faire des décaissements liés à certains indicateurs de performance. Lors de cette signature, Hawa Sisewage, représentante de la Banque mondiale au Burundi, centre l'importance de tels accords sur la mise en œuvre effective des projets. Il est très facile de signer les accords de financement. Le plus difficile, c'est quoi? C'est la mise en œuvre. Donc maintenant, on doit s'atteler pour commencer à courir et nous assurer que ces projets sont mis en œuvre rapidement. On a pris quelques jours de vacances. Maintenant, on est venu avec beaucoup d'énergie et je compte vraiment sur vous et nos équipes, bien sûr, pour travailler ensemble à ce que ces projets soient mis en vigueur dans les semaines qui viennent et qu'on commence à voir les activités sur le terrain afin que les populations burundaises sachent que cet argent qui vient d'être signé est en train d'être mis en œuvre. 3 ministères, à savoir l'éducation, la santé et les infrastructures, sont concernés par cet accord de financement d'une valeur de 493 millions de dollars américains. Page éducation, l'insuffisance de salles de classe et de matériel didactique, de même que le personnel enseignant, sont quelques défis soulevés par les natifs de la province de Rumongue qui font que cette province reste en arrière dans les résultats des tests nationaux. Ceci a été soulevé ce dimanche au cours d'une réunion tenue à leur intention dans la ville de Bujumbura. Le directeur provincial de l'éducation a signalé que la démotivation du personnel de l'éducation figure parmi les causes de cette régression. Léonard Nyonsaba, gouverneur de cette province, a indiqué qu'en collaboration avec les intervenants dans ce secteur, ils vont arrêter des stratégies pouvant accroître le rendement scolaire. Le point avec Jean-Marie Mayong. Dans cette rencontre des natifs de la province Rumongue, la question de savoir pourquoi cette province reste en arrière dans les résultats des tests nationaux a été soulevée. Le directeur provincial de l'éducation a expliqué que depuis la mise en place du système d'éducation fondamentale, la situation a beaucoup changé. Un autre élément signalé est que les enseignants et responsables des écoles sont démotivés et ne suivent pas comme il faut les enfants dans leur classe. Depuis la suspension de l'examen de concours national de la 6e année, le constat était que les enseignants et les directeurs des écoles fondamentales ont été démotivés jusqu'à ne pas suivre les enfants de la première année, 2e année, 3e année, 4e jusqu'à 9e, comment sont dispensés les cours. Sur ce, à partir du mois de septembre, nous allons commencer à vérifier la capacité intellectuelle de chaque enfant à partir de la 2e année pour savoir s'il est capable de continuer et monter de classe dès la première année pour voir s'il y a des enseignants qui ne terminent pas les programmes ou qui ont de faibles capacités. S'ils ont besoin d'être formés, qu'on le fasse.
Appuyé par l'administrateur de la commune Rumongue, les causes de cette régression, il y a le suivi des cours par des enfants dans de mauvaises conditions. Il signale également que certains sont assis par terre sur des pierres et d'autres, au nombre de 4, sur un seul banc. Nous avons trouvé que les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Certains s'assoient à plus de 4 sur un seul banc, d'autres sur les pierres parce qu'ils n'ont pas de banc. Le rapport présenté par la direction communale de l'éducation a montré que nous avons besoin de plus de 7000 bancs. Une autre raison qui fait qu'il y a de mauvais rendements, c'est l'insuffisance de matériel didactique. La commune Rumongue a 287 enseignants vacataires et demande un salaire de plus de 200 millions. Cette somme devrait être payée par les parents, ce qui est difficile car des enfants dont les parents sont incapables sont chassés et ne peuvent pas étudier et même certains abandonnent. On a vu que les abandons scolaires atteignent 25%. Léonard Nyonsaba, gouverneur de la province Rumongue, après les échanges, ils ont décidé qu'en collaboration avec les intervenants dans le domaine de l'éducation dans cette province, ils vont mettre en place de nouvelles stratégies pour changer cette situation. Dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire on va prendre toutes les stratégies nécessaires, commencer par les enseignants de l'école fondamentale niveau première année, puis constater qu'on ne peut pas attendre la réussite au niveau de la 9e ou au niveau des classes terminales. Il faut qu'ils se concentrent des efforts au niveau de l'école fondamentale, commencer par la première année. Cette réunion a vu la participation de tous les natifs de la province Rumongue résidant à Bujumbura et d'autres natifs résidant dans d'autres provinces du pays qui y exercent différentes activités. Plus de 25 prestataires provenant de différentes formations sanitaires bénéficient d'une formation en santé reproductive depuis ce lundi. La société DKT d'origine américaine qui dispense cette formation indique que le choix du Burundi est lié au vouloir d'intervenir dans la diminution du taux de mortalité pendant et après l'accouchement. Dr Anani Ndachayisaba, directeur du programme national de la santé reproductive, estime qu'après la formation, les bénéficiaires seront outillés à la matière au Merdouaille. Interpeller les prestataires cliniques au bon accueil des gens qui fréquentent les structures sanitaires et la raison d'être de cette formation. Explication d'Anani Ndachayisaba, directeur du programme national de la santé reproductive. Mamie Alphonsine Kassi, directrice chargée de la formation et de l'éducation à DKT, explique que cette formation a pour but améliorer la santé reproductive de la population burundaise. Nous sommes là depuis cette année 2024. On avait commencé à Brazzaville, on a laissé une représentation. Maintenant, nous sommes à Burundi. Nous avons un bureau. Pourquoi Burundi? Burundi, c'est toujours un pays africain qui a aussi des problèmes sérieux de mortalité maternelle et infantile. Et nous savons que la planification familiale, c'est une bonne intervention qui agit sensiblement sur la réduction de la mortalité maternelle. À elle seule, la planification familiale peut déjà contribuer à plus de 30% dans la réduction de la mortalité maternelle. Donc c'est une intervention très capitale si nous voulons que le couple mère-enfant soit en bonne santé, que toutes les familles soient en bonne santé au niveau de nos pays divers. Enrichir les connaissances sera la plus-value de cette formation, estiment les participants. Ont participé à cette formation les prestataires cliniques provenant des formations sanitaires privées dans le souci de les mettre au niveau de leurs collègues et vont dans des structures publiques. À l'international, au Kenya, le ministère des Finances prévoit de réintroduire un certain nombre des mesures fiscales tirées du très controversé projet de loi de finances 2024. Selon Africa News, ces mesures permettront de récolter plus d'$1 million. Images et commentaires. Au Kenya, le ministère des Finances prévoit de réintroduire un certain nombre de mesures fiscales tirées du très controversé projet de loi de finances 2024 qui avait déclenché des manifestations meurtrières qui ont fait plus de 60 morts et poussé le président William Ruto à faire marche arrière face à la pression de la rue. Parmi ces mesures, une taxe écologique sur la plupart des produits qui n'étaient pas au cœur de la contestation. Les serviettes hygiéniques, par exemple, seront exemptées.
À terme, cette taxe doit permettre de récolter plus d'1 milliard de dollars pour combler le déficit causé par le retrait du projet de loi selon les autorités kenyanes. De plus, la mesure vise les produits considérés comme ayant un fort impact sur l'environnement. Le gouvernement prévoit également de collecter davantage d'impôts en prolongeant de 6 mois la période d'amnistie fiscale afin de permettre à un plus grand nombre de Kenyans de remplir leurs déclarations. Le ministère des Finances s'est engagé dans une course contre la montre pour mettre en place ces mesures fiscales d'ici le 30 septembre prochain. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.